pour ces propos assez positifs et assez optimistes finalement. On voit qu'il se passe des choses et en plus on voit que la société civile aussi peut s'y mettre. On a parlé de pouvoir et on a parlé depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, de données et de logiciels et de tout ce qui est information avec lesquelles toute cette technologie marche. Évidemment, qui dit données et qui dit logiciel et qui dit numérique dit aussi menace, c'est-à-dire les cyberattaques, les hackers dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire comment aujourd'hui envisager et se défendre par rapport à ces menaces des cyberattaques. Et c'est très concret. Hein. Il y avait des startups ici à Novac qui ont déjà été hackées, qui ont déjà été attaquées. Donc c'est une vraie... C'est pas du tout pour faire peur, des histoires de médias pour faire peur, ça existe vraiment. Donc là, je vous propose de passer à la dernière séquence de cette journée, de cette soirée, avec un ensemble sur la cybersécurité. Et tout d'abord, j'appelle Thierry Berthier, chercheur et expert en cyberdéfense et cybersécurité de l'Université de Limoges, qui va nous expliquer la cybersécurité pour les nuls. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc je regarde, j'ai ma carte. L'idée initiale, c'était de vous passer pendant l'heure qui reste les attaques en direct. Donc voilà la carte de Kaspersky, où on voit en direct, H24, 365 jours par an, les attaques détaillées. Alors on peut zoomer évidemment par pays et puis voir ce qui se passe en ce moment. L'intérêt, ça a été de regarder pendant une heure et de comptabiliser qui attaquait qui, et comment, et à quelle hauteur, et avec quelle puissance. Donc voilà, on l'a mis quelques secondes, et ensuite je vais passer directement à la présentation. Donc en fait, il y a deux petites parties. Hein. Je vais aller vite dans les slides. Je vais parler un petit peu de l'historique de la cybersécurité. En fait, la cyberinsécurité ou l'insécurité numérique est arrivée en même temps que l'informatique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Un des tout premiers virus, Creeper, on diffusait en 71 sur ARPANET. Et puis, alors un autre, hein, celui-là, L-Cloner, c'était sur l'Apple IIe. Si parmi vous, il y a des gens qui ont 50 ans et qui se sont acheté un Apple II quand ils avaient 22 ans, eh bien, en s'échangeant des disquettes de jeux plus ou moins piratées, ils auraient pu choper L-Cloner, qui était un virus qui se transmettait par disquette et qui venait infecter votre disque de boot. Et donc là, on était très mal après pour refaire marcher l'ordinateur. Il fallait racheter un disque de boot et ce n'était pas facile. Donc voilà des exemples. Alors là, on fait un saut dans le temps et on passe à un virus un malware beaucoup plus sophistiqué qui s'appelle Flam et qui est une souche qui est dérivée de Stuxnet, de l'affaire Stuxnet, qui a cassé les centrifugeuses ou ralenti les centrifugeuses iraniennes pour ralentir le programme nucléaire iranien. Donc on a vraiment les deux extrêmes, hein, des virus de quelques lignes de code en 71 à arriver à un virus gigantesque, un malware très sophistiqué où il y a des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui ont travaillé à sa conception, des gens qui étaient salariés et qui avaient cette mission de créer ce malware à l'image d'une arme, hein, de destruction, alors pas massive, mais plutôt cybernétique. Voilà. Alors on peut, les types de malware, je vais passer vite. Vous voyez, on a du virus, du ver, du trojan, je ne vais pas spécifier les choses, du bootnet. Il faut dire que toutes ces petites bébêtes vous impactent ou vont vous impacter, ou vous ont déjà impacté sans que vous en soyez rendu compte, d'une façon ou d'une autre. Alors quand c'est un cryptolocker, on le sent parce que sa machine ne marche plus, et on vous demande des bitcoins pour la faire remarcher. Donc voilà, les définitions, je vais passer vite. Ça, c'est une petite timeline depuis les années 80, des grosses opérations de hacking. Donc il y en a eu depuis les années 80 sur les infrastructures industrielles. Il faut savoir que presque tous les jours, il y a des attaques sérieuses sur les infrastructures industrielles qui sont menées par d'autres États, par des groupes, par des activistes ou des groupes téléguidés par d'autres puissances. Et donc on est dans une forme de guerre numérique permanente alors je ne veux pas être trop anxiogène, mais c'est quand même la vérité.
Et donc, si on ne développe pas de bouclier numérique à côté de ça, la vie numérique serait devenue impossible. On va en parler juste après. Donc, vous voyez les générations d'attaques. Alors, d'abord les virus, ensuite sur les réseaux, et puis les méga-attaques. Et puis ensuite, on arrive aux attaques cognitives. Donc, les chiffres majeurs, je vais passer très vite. En fait, les cyberattaques coûtent très cher. Et les chiffres vous montrent ici que tout le monde attaque tout le monde. Donc la Russie attaque les autres pays, mais la Russie se fait beaucoup attaquer aussi. Nous attaquons, ça ce sont des chiffres, vous voyez, il se trouve que sur ce trimestre-là, on n'était pas mauvais dans la partie attaque. Il y avait beaucoup d'attaques qui partaient de la France. Certains mois, ça descend, etc. etc. Mais on fait partie des pays à la fois agressifs, cyber-agressifs, et également des pays qui se font beaucoup cibler. Alors ça dépend du moment, vous voyez, en ce moment, en fonction des endroits, ça change. Alors, derrière tout ça, il y a souvent le facteur humain. Pourquoi une attaque fonctionne ou comment elle commence souvent au départ, c'est qu'il y a des fragilités humaines. Alors, vous voyez, deux types de fragilités humaines. Le password en 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça on l'a tous connu, on l'a tous vu. Les gens de TV5 Monde l'ont expérimenté il n'y a pas très longtemps. Et il y avait effectivement des post-it qui se baladaient avec des passwords. Les habitudes ont la peau dure. Et même après leur attaque, quand l'ANSSI est passé par là et a nettoyé, il y a des gens qui se sont fait photographier encore sur leur écran avec leur nouveau password qu'ils avaient écrit sur un post-it et qu'ils avaient scotché sur leur écran. Et malheureusement, le journaliste télé avait filmé ça avec le nouveau password. Ça, c'est une anecdote. Alors là, c'est un petit clin d'œil aussi à ce qu'on dit sur les hackers russes. La cybercriminalité coûte très, très, très cher, à la fois aux PME, aux entreprises, aux plus grosses entreprises, aux grands groupes. Donc les dépenses pour se protéger augmentent aussi, pas forcément partout et de manière uniforme, mais elles sont en progression constante. Et effectivement, une attaque, elle peut toucher à la fois une PME de 50 personnes, et vous avez des attaques de ce type-là qui ont fait fermer des PME. Il y en a une dans le centre de la France qui faisait du mobilier, qui a subi une attaque au président avec une cyberattaque derrière. Et la comptable a fait un virement de 2 millions à son pseudo-fournisseur chinois. Ce n'était pas le bon, malheureusement. 2 millions dans la caisse, et ben, un an après, la boîte a fermé, avec 50 personnes sur le carreau. Alors, un exemple d'attaque qui marche bien, c'est le ransomware. Donc, typiquement, le schéma, c'est qu'un jour, vous cliquez sur un mail malveillant. Vous croyez que c'est votre grand-mère qui vous a envoyé un mail, et qu'elle vous a mis une petite photo, une pièce jointe, qu'elle vous envoie un fichier à regarder. Sauf que ce n'est pas du tout votre grand-mère, et que dans la pièce jointe, il y a un malware. Et du coup, vous lancez le malware involontairement, et ça vous crypte l'ensemble de votre disque avec toutes vos données. Et pour récupérer vos données, il faut payer. Donc voilà le schéma. Le déni de service, c'est un autre type d'attaque. Donc là, on va recruter. Moi, je suis attaquant. Je vais recruter un réseau d'esclaves, de machines esclaves, et je vais les faire converger via des requêtes vers une cible. Alors, les machines esclaves, ça peut être des ordinateurs mal protégés, mais ça peut être également votre caméra de surveillance connectée, ça peut être votre système d'arrosage de vos plantes, ça peut être votre réfrigérateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réfrigérateurs aux États-Unis. Des dernières grosses attaques botnet, c'était énormément de réfrigérateurs connectés de la ménagère de 50 ans aux États-Unis qui participait à des attaques mondiales, sans qu'elle le sache évidemment, mais l'attaque, elle ne savait pas qu'elle avait un des attaquants dans sa cuisine. Les brèches de données, les fuites de données, ça aussi, ça peut avoir un impact très important. Donc, c'est les vols de données. Hein. Alors, il y en a eu beaucoup depuis un certain nombre d'années, il y en a de plus en plus volumineux. Alors, typiquement, en 2016, il y a un site, une plateforme qui faisait des rencontres entre grandes personnes, mais mariées de préférence. Mais vous voyez, pour les gens qui voulaient aller voir à droite, à gauche, donc une plateforme américaine avait fait ça, avait organisé ça. On s'inscrivait, un peu comme sur un réseau social, et puis une intelligence artificielle nous faisait rencontrer des gens. Sauf que les bases de données de cette agence de rencontre a été hackée, la base de données, et des gens l'ont mise en partie en public. Et donc il y a eu beaucoup de divorces à la suite de ce hacking. Beaucoup de divorces. Ça a brisé des ménages. Donc ça, c'est WannaCry 2017. C'est les premières attaques massives, attaques mondiales, où là, l'origine, on ne la connaît pas trop, mais ça a un impact vraiment majeur sur un ensemble dans tous les pays, en fait. Donc voilà la carte des gens qui ont été impactés.
Et en fait, ça impacte surtout les structures qui n'ont pas été très disciplinées en termes d'hygiène informatique et qui ont laissé traîner, qui n'ont pas fait les mises à jour à temps. Donc typiquement, vous voyez, les hôpitaux anglais, c'était des mauvais élèves. Et là, le WannaCry les a rappelés à l'ordre. Tous les systèmes informatiques des hôpitaux anglais ont été mis par terre en moins d'une journée. Donc chez nous, on n'a pas trop eu d'attaque, pas trop eu d'impact, sauf Renault, une usine de Renault qui a été mise à l'arrêt quand même. Mais globalement, vous avez une instance en France comme l'ANSSI qui fait très bien son travail, qui a un vrai travail de fond. Et on en parlera sûrement dans la table ronde qui suit. Mais heureusement qu'elle est présente. Alors, vous voyez, ça, c'est en Thaïlande, hein, un panneau de signalisation qui est impacté par WannaCry. Il y a des gares en Russie où tout s'est arrêté. Tout était bloqué par le CryptoLocker. Donc voilà, attaque mondiale. Et puis à côté de ça, alors en superposition, Internet, enfin, l'espace numérique est depuis longtemps un espace qui est un espace de projection des conflits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-dessus, vous avez le cybercommande américain, l'armée cyber américaine, et en bas, vous avez une partie du cybercommande des gens à l'œuvre, des unités de l'armée chinoise, avec énormément d'investissements à ce niveau-là, et puis une structuration exactement comme une armée, comme la marine, comme l'armée de l'air, avec des missions interarmées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un conflit terrestre qui se passe sans qu'au préalable, il y ait une attaque cyber pour préparer le conflit terrestre. Donc c'est vraiment une composante complète de la puissance militaire. Alors, le deuxième sujet qui était intéressant, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Souvent, d'ailleurs, alors ça je le dis en passant rapidement, en fantasmant aussi les choses. Tout à l'heure, on parlait de l'Université de la Singularité, les prévisions de Ray Kurzweil 2045 pour une IA forte. Moi, je n'en connais pas d'IA forte. Hein. Personne n'en connaît à l'heure actuelle. Et surtout, mathématiquement, ça c'est le mathématicien qui parle, il est absolument impossible de prévoir quand arrivera une IA forte. Peut-être qu'elle arrivera, je ne sais pas, mais dire qu'elle arrive dans 2045, c'est quand même assez culotté, parce que techniquement et mathématiquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire des prévisions comme ça. Donc ça, c'était une remarque. Sur l'intelligence artificielle forte. On a eu des IA qui sont très en silo. Après, dire est-ce que ce sont des intelligences ou pas des intelligences, il y a débat là-dessus. Il est vrai que la montée en puissance de l'IA est forte en ce moment. Pas l'IA elle-même, mais la montée en puissance est forte. L'IA fait de plus en plus de choses. Et en particulier, qu'elle sert à automatiser des processus humains que l'homme sait faire mieux pour l'instant. Donc le mot intelligence artificielle, il est lié à ça. Ce sont des opérations numériques qui font mieux que l'homme ce qu'il sait faire pour l'instant à un certain niveau. Alors typiquement en cybersécurité, l'IA, ça c'est le Cyber Grand Challenge, donc c'est assez chouette, ça a eu lieu à Las Vegas en 2016, c'était la fin d'un programme de 2 ans, organisé par la DARPA. André Pietri a parlé du programme de DARPA tout à l'heure, donc là typiquement en voilà un, qui s'est terminé en 2016, et le challenge c'était, les gars, vous allez faire des équipes, et vous allez construire vos propres machines avec vos propres logiciels. Et ces machines vont faire des tournois, vont être mises en concurrence dans les tournois, et vont être le défi, c'est qu'elles doivent se protéger elles-mêmes des attaques des autres machines, et elles doivent développer des boucliers personnalisés, et elles doivent attaquer les autres machines du tournoi. Donc un tournoi entre machines sans intervention humaine au moment des tournois. Les équipes sont en retrait, elles ne font plus rien, et ce sont les machines qui se battent. Et donc il y a eu plusieurs matchs, et il y a une gagnante, mais M, qui est une grosse machine, très sophistiquée, qui était la plus forte, qui était capable de se protéger des autres attaques toute seule, et puis de mener des attaques destructrices sur les autres machines. Donc voilà un schéma processus d'attaque. Alors l'IA, elle est en train d'automatiser les processus de détection de vulnérabilité, c'est-à-dire quand il y a des failles dans vos machines, dans vos smartphones et ailleurs, l'IA va permettre de scanner les machines et de détecter. Alors ça, c'est utile pour celui qui va faire de la réparation, mais c'est aussi utile pour l'attaquant. C'est très utile d'avoir un scan qui va pouvoir scanner toutes les futures cibles, et de manière industrielle. Processus d'attaque, processus de défense, de la réponse à incident. Une fois que l'attaque est arrivée, que faire hein, quand toutes les machines sont par terre? Il faut essayer de faire autre chose. Il faut bien vivre après l'attaque, si on peut. Et sécurité prouvée de certains codes, donc on crée du code, au lieu de faire du code avec des vulnérabilités, on va passer le code dans une machine qui va dire oui, tu peux y aller, tu peux le mettre en production, mon code, cette portion de code est sûre. Alors il y a un théorème mathématique qui dit qu'on ne peut pas prouver tous les codes d'un seul coup, mais des portions, c'est faisable. De la security by design, et puis alors ça c'est le dernier point de la présentation, des créations d'ADF. Donc c'est un petit peu mon domaine de recherche.
ce sont les architectures de données fictives. Alors, les architectures de données fictives, ce sont toutes les constructions qu'on va faire pour vous faire croire que vous êtes dans un environnement alors que vous n'êtes pas dans cet environnement-là. Pour vous amener à cliquer, pour vous amener à faire un paiement, pour vous amener à ceci, pour vous amener à cela. Ça commence par le mail de spam envoyé depuis un cybercafé africain qui vous dit « Monsieur, j'ai $1 million chez moi et c'est vous qui l'avez gagné, ce serait bien. » Voilà un environnement de données fictives, mais vous n'êtes pas dupe, vous en apercevez très rapidement et vous mettez ça dans la boîte à spam. Aujourd'hui, les ADF sont beaucoup plus sophistiqués et les arnaques nigérianes ne marchent plus quasiment. Donc, on va être vraiment, effectivement, la meilleure image, c'est le film Matrix. Hein. On va se poser la question le plus souvent, est-ce qu'on est dans la matrice ou hors la matrice? Parce que les environnements qu'on est en train de créer, que les IA sont en train de créer, vont être tellement immersifs que même les meilleurs spécialistes, même les meilleurs, les cerveaux les plus affûtés, vont être à un moment donné incapables de dire ça, c'est pas la réalité. Alors, je vais donner des exemples. Une première opération, l'opération Cobalt en 2016-2017, qui est attribuée à l'Iran, sont des faux profils qu'ils ont fait vivre depuis un certain nombre d'années sur les réseaux sociaux professionnels, Facebook, LinkedIn, etc. Et pour faire de l'espionnage industriel et de l'espionnage militaire derrière, avec un degré de véracité très élevé et une ingénierie sociale extrêmement élevée derrière. Et ça a beaucoup marché. Il y a beaucoup d'Américains de haut niveau, des gens avec des postes très importants qui se sont fait avoir sur place. Une autre application de l'IA, voyez l'image d'un cheval à gauche. L'IA l'a transformée en image de zèbre en la contextualisant. Alors, ce n'est pas du Photoshop, hein. C'est vraiment un réseau de neurones qui apprend la situation et qui sait ce que c'est qu'un zèbre et qui transforme le cheval au plus près en un zèbre, avec la même vie que le zèbre. Donc, vous voyez, là, on commence à arriver dans le début de matrice où vous avez des zèbres qui ne sont pas des zèbres, mais qui vivent comme des zèbres, numériquement. Et puis, alors après, on peut évidemment généraliser. Donc, vous voyez, vous avez des photos de paysages qu'on peut décliner en hiver, en automne. Vous faites une photo d'un paysage au mois de septembre, et une IA peut vous le transformer, le même paysage et la vidéo, au mois d'avril, au mois de janvier, etc., etc. Avec plus de luminosité ou de nuit, etc. Donc voilà, l'environnement est complètement transformé et fictif. Hein. Et puis, pour finir, le point d'orgue, c'est tout le monde peut-être a vu le fameux discours de Barack Obama, recréé, alors ce serait bien d'avoir la vidéo maintenant, donc le fameux discours, ou alors 1 minute peut-être, on va la passer juste après, il reste 2 slides. Donc on va voir la vidéo d'Obama. Et alors par contre, il manque une slide. C'était la dernière, je voulais vous attaquer un petit coup. J'avais une slide d'attaque. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. Or Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you, and stay woke, bitches. Typiquement, voilà une ADF sous forme de vidéo. Vous passez ça en ayant un autre discours. Vous dites que vous avez un discours très agressif par rapport à la Russie ou à la Chine. Vous envoyez ça un peu partout. Ça peut évidemment poser des problèmes, ça peut déstabiliser. Faites la même chose en imitant la vidéo et la voix de votre patron. Et puis vous envoyez ça à la comptable et avec la voix du patron. Et vous dites à la comptable, dis donc Ginette, tu as oublié de payer, de régler la facture depuis 1 mois. Dépêche-toi de me faire ce virement. C'est le patron qui parle. Eh ben, Ginette ou Marie-Paul, elle va faire le virement parce qu'elle se fait engueuler par son patron au téléphone ou en vidéo. Ah, voilà, il n'y aura plus de comptable, mais
Donc voilà, alors, si je pouvais avoir juste ma dernière slide, j'avais préparé ça, c'était celle dont j'étais le plus fier. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est possible ou pas? Non? Sinon, tant pis. Bon, c'était une slide de hack, hein, je l'ai mis sur SlideShare, la présentation. Bon, c'est pas grave, c'était la dernière vidéo, c'était pour vous attaquer avec une illusion d'optique. Et en fait, ces illusions d'optique, il y a plusieurs barres comme ça, on pense qu'elles ne sont pas du tout parallèles, et elles le sont. Ce sont des pixels qui sont rajoutés pour tromper votre œil et votre cerveau. Et alors ça, c'est illusion d'optique, tout le monde a vu ça dans les journaux pour gamins, sauf que c'est exactement le même type d'attaque qu'on est en train de faire sur les réseaux de neurones. On peut attaquer un réseau de neurones de la même façon. Donc là, voilà. Vous voyez, je pense que tous les yeux normalement constitués ont l'impression que les différentes barres sont plus ou moins obliques. Vous ne les voyez pas parallèles alors qu'elles sont parfaitement parallèles. Alors, typiquement, c'est une opération. Cette configuration, c'est une attaque sur votre système à la fois visuel et votre cerveau au niveau des interprétations. On peut enlever ce système en enlevant ces ronds ici, en effaçant ces ronds et en effaçant un certain nombre de motifs ici. Il se passe la même chose sur les réseaux de neurones. On peut dépixeliser une image qui va passer dans un réseau de neurones et faire interpréter le réseau de neurones comme on veut. Donc ça pose un problème sur les voitures autonomes, ça pose un problème sur l'armement autonome, sur les systèmes d'armes plus ou moins autonomes aussi. Voilà. J'arrête là. Merci Thierry Berthier. Prenez votre micro et venez nous rejoindre. Bon, alors on s'est bien fait peur. Là.